Dans le cadre de la campagne d'information des populations, le médiateur de l'assurance de Côte d'Ivoire a convié les médias et organes de presse à sa traditionnelle rencontre dénommée « La matinale de la médiation de l'assurance » ce mercredi 12 février 2025 au siège, dans les locaux de la SACI à Abidjan Cocody résidentiel. Cette session d'échange avait pour but de dresser le bilan des activités de la médiation de l'assurance au titre de l'exercice 2024 et de donner les orientations pour les années à venir. Donc vous parlez des perspectives d'avenir de la médiation. En premier lieu, je voudrais rappeler un peu le domaine de compétences et la mission donc, du médiateur de l'assurance. La médiation de l'assurance donc, est une institution qui a été créée dans le paysage du monde des assurances et dont la compétence est limitée au règlement des litiges qui peuvent opposer les assureurs et les assurés, on va dire ça comme ça, mais c'est les assurés victimes et bénéficiaires de contrats d'assurance. Donc dans le cadre de l'application ou de l'interprétation d'un contrat d'assurance qui a été souscrit auprès d'une société installée en Côte d'Ivoire et donc membre de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, dite donc ASACI. Et la médiation de l'assurance est donc dirigée au quotidien par le médiateur de l'assurance. Et donc le médiateur de l'assurance, sa mission, c'est de faciliter la résolution des conflits, donc, comme on a dit, qui peuvent opposer les assureurs et les assurés. Donc, et cette facilitation, c'est de contribuer à la mise en place de solutions donc dites amiables, parce que la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges qui est en aval de ce qu'on peut faire si on n'a pas eu satisfaction et donc aller devant recourir aux tribunaux donc civils. Et donc la médiation est on va dire une des voies qu'on peut emprunter pour chercher à résoudre le contentieux avant d'envisager éventuellement donc une action auprès des tribunaux civils. Donc c'est le bref rappel de la médiation de l'assurance et des activités, donc de la mission du médiateur. On va dire la médiation existe depuis maintenant, on est dans la 7e année, et donc nous avons eu à effectuer un certain nombre d'activités, un certain nombre de missions, et comme notre rôle est de toucher le grand public qui a donc beaucoup de dossiers en souffrance dans les sociétés d'assurance, c'est toujours donc agréable pour nous d'échanger avec la presse qui est vraiment le relais des institutions auprès du grand public. Et donc c'est dans cette optique-là que chaque année, en tout cas, on essaie de rencontrer les hommes et les femmes de médias, tous les médias, pour porter donc à leur connaissance ce que nous faisons et ce que nous envisageons pour donc, la population. Avant de communiquer, avant de donner donc, les chiffres, il faut savoir effectivement que dans notre activité, dans l'activité que nous menons, nous allons justement envers la population, pas seulement d'Abidjan, mais envers la population de l'intérieur du pays. Et donc depuis quelques années déjà, on a initié ce qu'on appelle donc la caravane de la médiation. Et nous sommes allés dans plusieurs villes, peut citer pêle-mêle. On est allé, on a commencé par Yamsokro, Yopougon, Dabou, Agboville, Bassam, Aboasso, Bonois, Boaké, Daloa. Et la dernière mission qu'on a faite, c'était en novembre à Korogo. Et donc, nous allons rencontrer la population pour présenter l'institution et dire que pour ceux qui ont des dossiers de sinistre, donc des dossiers
de réclamation chez les assureurs et qui n'ont pas donc touché leur indemnité, que ceux-là peuvent, après, donc on va voir les modalités, après l'écoulement d'un certain nombre de délais, peuvent justement saisir la médiation de l'assurance, et le médiateur donc se fera fort de rentrer en contact avec les sociétés mises en cause pour pouvoir faire aboutir par exemple leur réclamation ou pourquoi est-ce que ce dossier-là n'a pas été payé. Donc c'est un peu les propos liminaires que j'avais voulu vous donner pour situer un peu donc, le cas de cette rencontre. Maintenant, on va présenter les activités de l'exercice 2024. Donc, au cours de l'année qui vient de se terminer, nous avons eu à examiner 106 saisines. Bon, je ne sais pas si... nous avons eu donc à examiner 106 saisines, dont en automobile 63 et les autres, ce qu'on a appelé les autres branches, 43 dossiers. Bon, on va dire que c'est plus ou moins normal que l'automobile domine. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la première branche au niveau des assureurs eux-mêmes, et puis l'automobile, donc c'est la branche qui est obligatoire et c'est celle qui, à la limite, pose un peu plus de problèmes que les autres aux assurés. Et donc, dans ce cadre-là, on a eu 106 saisines. Et donc, depuis notre existence, c'est en 2024 qu'on a franchi effectivement la barre de 106 saisines. Donc, le point de saisine, année par année, a été fait, elle va vous être communiquée. Mais c'est en 2024 qu'on a eu 106 saisines. Notre objectif, en tout cas, c'est d'avoir le maximum de dossiers. Donc, si on peut avoir 200, 300 saisines, ben, ça nous gêne pas du tout. Donc, l'objectif, c'est de justement porter l'information au niveau de la population pour que tous ceux qui ont encore des dossiers en souffrance auprès des sociétés d'assurance, après donc l'écoulement d'un délai de 2 mois, puissent saisir la médiation pour que des initiatives soient menées dans ce sens-là. Donc on a eu les 106 saisines, et donc par rapport à l'exercice précédent qui était de 87, on va dire il y a eu une augmentation de 22% donc, des saisines auprès de la médiation. Comme j'ai dit, l'automobile représentait, on a examiné 63 dossiers en automobile, ça faisait 59% des saisines, et dans les autres branches, on a eu 43 dossiers, donc ça représente 41%. Et donc les branches dominantes, on a dit, c'est d'abord le matériel auto. Le matériel auto, sont donc les accidents qui touchent le véhicule lui-même et pour lesquels donc la partie de la responsabilité, ce qu'on appelle l'assise civile obligatoire, pour lequel justement le responsable du sinistre doit payer les dommages qu'il a causés à l'autre partie, et comme cette assurance est obligatoire, donc son assureur doit indemniser la partie qui a eu son véhicule endommagé. C'est dans ce cadre-là que les assureurs font ce qu'ils appellent les recours intercompagnies, et le mécanisme n'étant pas très bien huilé, on a eu donc beaucoup de réclamations en matériel auto, mais ça commence à, disons, se régler plus ou moins, parce que depuis 3 ans aussi maintenant, au niveau de l'ASACI même, il y a des rencontres intercompagnies qui ont été initiées, et au cours de ces rencontres-là, les échanges de règlements se font, et je crois que ça se passe assez bien, ce qui fait que on va en tout cas au niveau de la partie matérielle, on risque d'avoir les réclamations qui vont plus ou moins baisser. Après, on a eu une hausse en 2024 des saisines dans la branche auto-corporelle. Donc, automobile corporelle, ça, c'est là où ce sont les accidents qui causent des dommages corporels. Donc, c'est soit les gens sont blessés, soit il y a eu donc, des décès occasionnés par ces accidents, et donc les personnes doivent être indemnisées. Et ici, le problème qui se pose
c'est que l'assureur doit faire, l'assureur mis en cause en tout cas, doit faire ce qu'on appelle une offre d'indemnité lorsque, donc, soit c'est les blessés ont été consolidés ou si c'est le cas des décès, les dossiers ont été fournis intégralement et dans ces conditions, l'offre d'indemnité doit être acceptée par les victimes ou les ayants droit des personnes décédées et c'est en ce moment-là que les assureurs doivent procéder au règlement. Et ici, on a une ordre de saisine parce que je pense que ça doit être dû un peu à ça. Comme à un moment donné, les règlements sinistres se sont focalisés sur la résolution des accidents matériels. Ils ont un peu, et ça c'est moi qui le dis, c'est pas eux, ils ont un peu négligé et donc cette partie de règlement des intercorporels. Et donc, on a attiré leur attention, parce que ça aussi c'est une des missions du médiateur qui a attiré leur attention pour dire que après acceptation de l'offre transactionnelle par les victimes et les ayants droit par des personnes décédées, ils ont, on va dire, un maximum de 45 jours pour payer les indemnités. Et lorsque, justement, ils ne font pas droit à cela, ils sont pénalisés donc par le code des assurances, même par le régulateur qui dit que l'indemnité est majorée de 5% par mois de retard. Donc c'est des choses qui peuvent aller chercher très loin. Ici, par exemple, pour vous dire un cas qu'on a eu à examiner, l'indemnité était autour de... Bon, donc c'est un sinistre qui date un peu de longtemps maintenant. L'assureur devait faire l'offre d'indemnité depuis à peu près 4 ans. Il a mis du temps, il n'a pas fait. Et donc, l'affaire a été portée devant les tribunaux, mais après, ils sont revenus ici. Mais le responsable de l'accident a été condamné à payer une indemnité qui était autour de 40 millions. Mais les intérêts de retard, comme dit quelqu'un par mois de retard, font 45 millions. Et donc, il se retrouve à payer, il doit se retrouver à payer 85 millions là où il aurait dû payer 40 millions si c'était exécuté. Donc, ça aussi, ce sont des points on montre que pour lesquels les assureurs, on attire l'attention pour dire qu'ils n'ont pas aussi intérêt justement à ce que les dossiers ne soient pas donc, mis en veilleuse pendant longtemps. Au niveau, là on a dit des autres plaintes qui représentent 41%, ce qu'on appelle la partie retraite épargne, c'est là où on a eu à examiner 28 dossiers. Mais ici, ce sont des gens qui ont fait des contrats donc d'épargne, de retraite, ce qui arrive à échéance. Et donc, si ça arrive à échéance, ils réclament leur indemnité ou ils demandent à faire ce qu'on appelle des rachats, soit des rachats totaux ou des rachats partiels. Et donc, on a été par exemple saisi pour les cas où les indemnités n'ont pas encore été versées. Mais ça commence aussi dans cette branche-là à se corriger puisque les assureurs ont pris les dispositions pour raccourcir vraiment les délais. Donc, au niveau de l'exercice 2024, donc c'est un peu le point qu'on peut faire. Maintenant, il est bon aussi qu'on vous donne le bilan de ce qu'on a fait depuis donc, les 6 années d'exercice qui ont été bouclées au 31 décembre 2024. Donc, cumulativement, on a enregistré 435 saisines. En automobile, le cumul donne 286, et donc ça fait 66% des saisines. Et les autres branches, on a enregistré 149 dossiers et ça représente 34%. Donc, si vous voulez, l'exercice 2024 s'inscrit un peu dans ce registre-là, c'est-à-dire la branche automobile qui est la branche obligatoire dans laquelle il y a le plus de souscriptions. Je vous ai dit, c'est elle aussi donc, qui fait le plus d'objets de réclamation. Et donc, on retrouve au niveau du cumul presque le même pourcentage. Donc, en général, on est saisi autour de 60, un peu plus de 60% pour des cas qui relèvent de l'automobile, que ce soit du matériel, du corporel. Et puis les autres branches, comme je vous l'ai dit, on est saisi pour la partie épargne-retraite. Donc, on cumule, vous voyez que sur les 435 saisines,
on a eu 189 dossiers qui ont été qui ont affecté la branche matérielle. Ça représente, je ne vois pas bien, mais qui ont affecté la branche matérielle et 97 dossiers qui ont affecté la branche corporelle. Et dans les autres, c'est l'épargne retraite, il y a 109 dossiers. Après, on a distingué l'épargne retraite du décès, mais au niveau, ici, on a fait le cumul où on a eu 109 dossiers. Après, on a eu 6 dossiers en caution. On a eu aussi 6 dossiers dans ce qu'on appelle la réserve civile professionnelle. Et puis, on a eu des réclamations qu'on a regroupées sous le vocable de divers qui a fait une branche. Donc, on n'a pas détaillé cela. Et donc, tous ces points-là ont fait l'objet d'un document qui vous sera remis pour que vous puissiez faire l'exploitation de façon très sereine. Maintenant, l'important, parce que le message qu'on veut faire passer, c'est que quels sont les constats qu'on tire de ça, de la présentation de ces résultats, et puis qu'est-ce qu'on peut justement porter comme information à la population afin que les dossiers, comme dit l'objectif poursuivi, c'est que les dossiers qui sont en souffrance dans les livres des assureurs, on va dire, sortent un peu de ces tiroirs-là et effacent l'objet des règlements. Donc ici, pourquoi est-ce que finalement les plaignants se sont retrouvés à la médiation de l'assurance? La première chose qu'on a relevée, c'est au niveau de la forme. Au niveau de la forme de saisine du médiateur. On a dit, bon, la saisie du médiateur, ça on a eu à l'expliquer plusieurs fois déjà. Elle se fait, donc c'est sous forme écrite, elle doit se faire par dossier, etc. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que malgré le fait qu'il y ait le développement, bon, on encourage la dématérialisation, tout ça, mais malgré ce fait-là, on a constaté que les dossiers qui parviennent au médiateur viennent par la voie traditionnelle. Les gens, les plaignants viennent déposer physiquement les dossiers. Ça, c'est ce qu'on a observé. Mais avec donc le Covid-19, la transmission par voie électronique et par les autres réseaux sociaux a commencé donc à prendre de l'importance. Et nous l'encourageons. Parce que on se dit que les plaignants ont déjà subi des pertes puisqu'ils ont eu un sinistre, ils ont dépensé de l'argent, ils se sont des fois déplacés pour aller chez les assureurs, ils ont gagné beaucoup de frais et puis ils n'ont pas encore eu gain de cause. Et s'ils doivent encore se déplacer pour venir apporter les dossiers médiateurs, tout ça, bon, ils peuvent le faire, mais s'ils peuvent économiser sur les coûts, cela ne dérange pas. Donc à la médiation, on encourage la transmission des dossiers donc par voie électronique, par mail, par WhatsApp, par les différents réseaux sociaux. Ça, c'est notre manière aussi, on va dire, d'aider les plaignants à réduire les coûts déjà qu'ils engagent pour pouvoir toucher leur indemnité. La deuxième chose qu'on a regardée, c'est la provenance des saisines. Donc, on a vu que la majorité, et ça c'est normal, la majorité des saisines émanent des assurés, victimes et bénéficiaires de contrats d'assurance. Donc, sur la personne, on va dire qu'il y a la première qui a une indemnité donc, à toucher auprès d'un assureur, c'est cette personne-là qui a pris l'initiative donc déjà de déclarer son dossier chez l'assureur, de faire les démarches, et c'est lorsqu'il n'y a pas eu de gain de cause, c'est elle qui est venue chez le médiateur pour dire voilà, j'ai un dossier chez tel assureur, je n'ai pas eu d'ingoté. Donc la plupart des plaintes qu'on a enregistrées émanaient des assurés. Mais on a vu aussi qu'une deuxième voie commence
être utilisé, c'est le recours aux organisations et associations de défense des droits des consommateurs. Donc il y a des associations qui existent au niveau... Nous, on collabore aussi avec ces associations au niveau du ministère. Elles ont été enregistrées au niveau du ministère, je crois que c'est du commerce. Et donc, ces associations-là aussi ont développé des volets des cellules, on va dire, juridiques en leur sein. Et donc, leurs adhérents qui ont des dossiers auprès des assureurs sont passés par elles pour venir donc confier leur dossier au médiateur. Maintenant, on a aussi des plaignants qui ont eu recours donc à des avocats ou à des conseillers juridiques. En troisième lieu, au niveau des motifs des saisines. Pourquoi est-ce que finalement, alors que la démarche a été faite auprès de l'assureur, pourquoi est-ce que les assurés, victimes et bénéficiaires de contrats viennent voir le médiateur? Vous avez dit qu'il y a des délais déjà pour le règlement des sinistres. Et donc, si ces délais-là ne sont pas respectés, bon, ces personnes-là se disent, ah, aujourd'hui, on a une voie qui nous est laissée, on va recourir. Et donc, le premier motif de saisine, c'est le retard donc, dans la remise par exemple, des chèques d'indemnisation. Les victimes, les assurés, victimes et bénéficiaires ont eu leur dossier par exemple, qui ont été traités. Elles sont parties chez les assureurs, on leur a dit le chèque va être remis, puis par exemple, le chèque n'a pas été remis. Et donc, on va dire, là, de se rendre là-bas, on leur a dit, bon, il y a un médiateur qui est là pour ces cas-là, et donc, soit adressés, ils sont venus voir un médiateur. Ensuite, par exemple, il y a des dossiers qui ont été refusés, rejetés par les assureurs. Donc, ça peut être en application du contrat, ça peut être pour des raisons, mais en général, c'est en application du contrat. Et donc, comme les assurés par invité ou bénéficiaires ne comprennent pas le motif du rejet, ils disent, bon, on va s'adresser au médiateur qui va prendre la tâche avec l'assureur pour nous expliquer ou pour nous donner les raisons pour lesquelles notre dossier a été rejeté. Ensuite, un autre motif de saisie, c'est le manque de communication au niveau de la gestion des dossiers. Les services sinistres ne rendent pas souvent compte aux assurés, victimes et bénéficiaires de contrats de l'évolution de leur dossier. Et donc finalement, ces personnes-là se disent, l'assureur peut-être a même égaré mon dossier, peut-être qu'il a perdu mon dossier, peut-être qu'il a clôturé mon dossier. Et donc, ceux-là viennent à la médiation pour voir dans quelle mesure leur dossier peut être réactivé et leur dossier peut éventuellement toucher leur indemnité. Et puis il y a des cas où par exemple les contrats ont été résiliés à la suite d'un sinistre ou résiliés pour des raisons diverses que les plaignants disent de ne pas comprendre. Et en ce moment-là aussi, ils viennent chez le médiateur pour donc voir dans quelle mesure, avec leur assureur, une solution peut être trouvée. Maintenant, un des points qui est important, c'est ce qu'on a appelé le fonds des saisines. Et ici, on va insister sur ce point-là. Parce que beaucoup, justement, de dossiers peinent à être réglés ou sont rejetés à cause de cela. Il faut savoir que le contrat d'assurance, n'importe quel contrat d'assurance, il y a ce qu'on appelle, il y a d'abord les conditions générales. Il faut que les assurés aient les conditions générales. L'assureur chez qui vous allez prendre un contrat, n'importe lequel, doit mettre à votre disposition les conditions générales d'assurance. Déjà. Ensuite, chaque contrat a ce qu'on appelle les conditions particulières. Parce que chaque contrat, on va dire, est unique. Quand je viens assurer ma voiture, qui est un véhicule, par exemple, de 4 chevaux, je ne vais pas avoir la même assurance qu'un véhicule qui a, par exemple, 12 chevaux. Et donc, si vous regardez, par exemple, déjà le tarif, j'ai pris ça parce que l'assurance qui est obligatoire
c'est la responsabilité civile. Et l'assurance de responsabilité civile obligatoire, son tarif est réglementé. Et donc, si vous informez un peu au niveau des assureurs, vous allez voir qu'un des critères qui est mis en exergue pour ce tarif-là, c'est la puissance fiscale. Et donc, on va vous dire que la prime d'un véhicule, par exemple, de 3 à 5 chevaux, c'est tel montant. Et la prime d'un véhicule de 6 à 8 chevaux, c'est tel montant, ainsi de suite. Donc, déjà, hein, le contrat n'est jamais le même pour deux personnes, deux assurés différents. Et donc, il faut demander à avoir les conditions générales, les conditions particulières en général, les assureurs remettent ça. Ils remettent les conditions, mais il faut prendre le soin de dire ce que vous voulez assurer. Parce qu'il y a au niveau des saisies qu'on a observé, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, bon, nous on ne savait pas, ou bien on ne nous a même pas laissé, parce qu'on dit que c'est obligatoire. Donc en automobile, comme vous avez vu, beaucoup de saisies sont venues de la responsabilité civile automobile. Même si c'est obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chercher à comprendre ce qui va être assuré. Et j'ai dit simplement que la partie qui est obligatoire, c'est ce qu'on appelle l'assurance de responsabilité civile obligatoire. C'est ça qui est, c'est la responsabilité civile qui est obligatoire. Maintenant, la voiture, par exemple, il y a d'autres risques sur la voiture. Hein? Si vous avez jeté votre voiture, elle peut prendre feu. On ne sait jamais, elle peut prendre feu. Donc, il y a l'assurance incendie. Il y a les pare-brises, donc avant, lunettes arrière, etc. Ça peut se casser. Donc, il y a la garantie qui s'appelle bris de glace. Ensuite, vous avez le véhicule peut être volé. Et puis, il y a une autre garantie. Ça, on donne ça souvent aux véhicules, comme on dit, neufs, qu'on appelle la garantie dommage. Si vous vous renversez, par exemple, seul, faites un tonneau, vous cognez un poteau, etc., les dommages peuvent aller chercher très loin et donc il y a une assurance spécifique pour ça. Ce qui fait que lorsque vous partez, lorsque la population en tout cas va aller pour assurer un véhicule, il faut prendre le soin de dire par exemple ce qu'on veut. Je veux que ma voiture, si elle est neuve par exemple, si ma voiture est neuve, le conseil qu'on va donner, si la voiture est neuve, bon, aujourd'hui neuve, ça va jusqu'à 5 ans même, si elle est neuve, va dire il vaut dans les 5 premières années par exemple prendre la garantie, ce qu'on appelle tout risque, pour éviter donc tout problème par exemple. Si la voiture a un certain nombre d'années, si les moyens sont limités, etc., il faut chercher à avoir l'essentiel des garanties quand même. Parce que la voiture, c'est un bien aussi, ça me permet de me déplacer, c'est un investissement que j'ai fait, etc. Donc, il faut disposer des conditions particulières. Et avant de signer les conditions particulières, tu vois, le conseil qu'on donne ici, c'est de dire que moi, je peux ne rien comprendre à l'assurance. Moi, je peux ne rien comprendre. Mais j'ai un ami, j'ai un frère, j'ai quelqu'un à qui je peux m'adresser pour dire, bon, je vais aller m'assurer, et voilà ma voiture, quelle garantie tu me conseilles, qu'est-ce qu'il faut, etc. Parce que un autre problème, parce que comme les gens, par exemple, ils cherchent à payer moins cher, et ils n'ont pas cette spécification-là. La valeur de la voiture. Ben, en général, la valeur neuve, on la connaît. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle la valeur vénale. Puisque la voiture est utilisée, il y a l'usure qui s'est faite. Et donc, le véhicule que vous avez acheté aujourd'hui à 10 millions, même demain, ça ne vaut plus 10 millions. Parce que vous avez roulé un peu, vous avez fait 100 km, il y a des pièces qui sont usées. Donc, demain, par exemple, vous dites que ce véhicule vaut 9 900 000. Ainsi de donc, lorsque l'assurance, et en général, l'assurance automobile, les gens donnent des contrats d'1 an. Et donc, lorsque vous revenez au bout d'1 an, l'assureur, et c'est là où il faut prendre les sachets et autres. Les assureurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, on va dire, des indications. Après avoir travaillé avec les experts et autres, ils ont des indications qui disent que, bon, chaque année, par exemple, pour les particuliers, on peut faire ce qu'on appelle une décote. Bon, il y a des critères, mais on dit on va faire environ une décote je crois que la première année, c'est 30%. C'est-à-dire, on considère qu'un homme ou une femme normale va rouler autour de 20 000 km par an. Et donc, on décote par la valeur
de la voiture, la valeur neuve va être découtée par 30%. Donc votre véhicule qui valait 10 millions, lorsqu'on enlève 30% dedans, c'est-à-dire lorsque vous venez vous réassurer l'année d'après, ça va être 7 millions, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ça c'est un principe qui n'est pas, on va dire, une règle absolue. Parce que si, par exemple, vous avez, et quand on dit 30%, on dit, par exemple, une personne normale va rouler entre 20 000 et 30 000 km par an, mais vous allez rouler 5 000 km dans l'année. Donc, la décote ne peut pas être normalement 30%. Et donc, vous devez savoir ça, vous devez savoir que quelqu'un doit vous conseiller, vous dire, attention, votre véhicule, si on doit, c'est pas à revendre, hein, si la valeur, parce que entre la valeur marchande et la valeur vénale, des fois, il y a des différences quand même. Hein. Donc, pas pour revendre, mais la valeur vénale d'un véhicule qui a par exemple 5 000 km ne sera pas la même que la valeur vénale d'un véhicule qui a fait 20 000 km dans l'année. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut. Pour ne pas être surpris, justement, parce que par exemple, si vous prenez une garantie incendie et que le véhicule prend feu, si vous n'avez pas signalé que moi, je n'ai que 5 000 km, bon, l'assureur, quand il va faire la décote, il mettra par exemple 7 millions et c'est ça qu'il va vouloir vous rembourser. Alors que si vous aviez dit, attention, moi, j'ai que 5 000 km, peut-être que la valeur, c'est 7 millions, ça va peut-être 8 millions, 8 millions 5. Maintenant, les gens vont dire comment on fait pour prouver ça. Et ça, c'est des conseils maintenant que je donne et que vous devez aussi porter attention d'après. Aujourd'hui, comme on a tous des portables et autres, avant d'aller vous assurer, vous n'avez qu'à faire la photo du tableau de bord. Il y a le kilométrage qui est affiché. Et donc, avec ça, vous pouvez aller dire à l'assureur qui va dire, moi, je fais par exemple des comptes de 30% pour dire, attention, monsieur, moi, par exemple, ce véhicule-là, je dirais, a peut-être 3 ans, mais au bout de 3 ans, là, moi, je n'ai fait que 30 000 km. Alors que pour les autres, au bout de 3 ans, il va faire entre 60, entre 60 000 et par exemple 70 000 km. Donc moi, je n'ai que par exemple 30 000 km. Donc la valeur vénale ne sera pas la même. Donc ça, sont ces choses-là qui peuvent être à la base de litiges. Et donc, on conseille ici, dans le constat qu'on a fait, on a dit, les assurés ne lisent pas les conditions générales. Des fois, ils ne lisent même pas parce qu'ils n'ont pas connaissance. Donc, il faut qu'ils réclament. Ensuite, ils signent les conditions particulières en disant que c'est obligatoire, puisqu'ils sont ils vont, en général, hein, quand je m'ai assuré, je me rends compte que mon assurance même vient de finir, et c'est là que je me rends chez l'assuré. Donc, quand il me donne le document, je le signe aussi. Donc, mais rien n'est dit de signer là. C'est un contrat. On peut prendre l'attestation, payer et dire, bon, je vais aller lire et puis revenir avec l'exemplaire signé. Mais sinon, je peux signer sous réserve. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire signer sous réserve et autres, parce qu'on peut apporter des modifications. Les assureurs font ce qu'on appelle des avenants de modifications et autres. Si vous estimez, sur place assis, dit, bon, vous ne pouvez pas sortir sans signer mon document, alors vous avez besoin de votre attestation. Vous pouvez signer sous réserve des modifications éventuelles à apporter à ce contrat. Et donc, l'enseignement qu'on a retiré de ça, donc il faut que l'information qui doit être portée auprès de la population, c'est que quel que soit le contrat d'assurance auquel on va souscrire, il faut chercher à obtenir les conditions générales avant de signer les conditions particulières. Il faut les lire et comme je dis, on n'est pas tous des connaisseurs d'assurance, donc il faut se faire assister par ceux que moi j'appelle des sachants. Ils n'ont pas besoin forcément d'être des assureurs. Pas besoin d'être des assureurs. On a des gens qui ont des connaissances en assurance. Il faut leur demander, voilà, moi je suis parti pour m'assurer, je suis allé assurer ma maison, voilà, parce que est-ce que c'est un bon contrat? Il dira ça. Donc j'insiste sur ce point parce que on a eu beaucoup de saisines où les gens n'ont pas pu produire par les conditions générales. Or, l'assureur, par exemple, a dit que le sinistre a été rejeté conformément à l'article 2 des conditions générales. Bon, donc, il rejette quelque chose pour lequel vous n'avez pas. Mais on va vous dire que c'est chaud. Et on met dedans que l'assureur a remis un exemplaire des conditions générales, un exemplaire des conditions particulières. Et des fois, s'il y a ce qu'on appelle des conventions spéciales, tout ça dans la remis. L'autre chose qu'on a, comme j'ai dit là, c'est ici, l'autre point, on a dit que donc, les contrats utilisent des fois des termes que le commun des mortels ne comprend pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire appel à des sachants. Parce que l'assurance est quand même
une technique qui a son langage, sur un certain nombre de choses qui a son langage, etc. Donc, il faut faire appel à des sachants pour essayer de comprendre donc, ces choses-là. En même temps qu'on dit, je porte l'information ici, la même information, je la porte aux assureurs en leur demandant aussi de faire des contrats dans des termes compréhensibles par tout le monde. Donc, si dans certains contrats, il y a encore des termes qui ne sont pas vous, justement, vous êtes les hommes de médias, vous pouvez faire des articles pour dire, voilà, nous, par exemple, dans tel contrat, on a vu ces thèmes-là, on ne comprend pas. Pour que, au moment de la révision des conditions générales, les assureurs en tiennent compte. Bon, c'est pareil, un autre constat qu'on avait fait. Bon, donc, comme ça, j'ai dit, il faut que les gens aient les conditions générales, parce que, que ce soit les conditions générales ou les conditions particulières, il y a ce qu'on appelle des clauses d'exclusion, des clauses de limitation de garantie et autres. Donc, si vous n'avez pas connaissance de ça, et que c'est au moment du sinistre qu'on vous l'applique, vous dites que l'assureur ne nous a pas dit ça, l'assureur, il cherche toujours à rejeter les dossiers, etc. Alors, et lui va vous dire, non, mais ça, c'était dans vos conditions générales, enfin, c'était dans les conditions générales, ou bien c'était inscrit dans les conditions particulières. Donc, sous ces choses-là, au niveau des assureurs, on a demandé, donc il y a un régulateur des assurances qui contrôle ces choses-là, où on leur dit de plus en plus que les clauses d'exclusion, les limitations de garantie et autres doivent être bien visibles, doivent être inscrits dans des caractères gras, ainsi de suite, doivent être limités, tout ça. De la même manière qu'on leur dit ça, donc on demande aussi aux assurés, aux consommateurs, de s'imprégner de ces choses-là. Donc, tout sur cette partie-là, voilà ce qu'on peut dire. Et donc, en recommandation, pour conclure sur ce point, puis vous laissez la parole pour qu'on échange, ce qu'on a dit, donc, le remède à l'absence de lecture des contrats, c'est se faire assister. J'insiste dessus pour dire qu'il faut qu'on se fasse assister par des sachants. Moi, je préfère le terme sachant. Le sachant, c'est celui qui a des connaissances, on n'a pas dit très approfondies, mais qui peut donner des conseils et interpréter par un contrat et autres. Ensuite, lorsqu'on s'en va déclarer le risque, pour la plupart du temps, les assureurs remettent un questionnaire. Et donc, on vous dit de répondre aux questions posées. De répondre exactement aux questions posées. Si on n'a pas posé une question ou si la réponse n'a pas à être détaillée, le souscripteur n'a pas donc à détailler ça, parce que après, s'il y a un sinistre, l'assureur peut exploiter ça. Et alors que vous allez dire cette question-là, bon, j'ai répondu, mais c'était pour donner plus de précision. Si on vous demande, est-ce que vous êtes malade? Ben, est-ce que vous êtes malade aujourd'hui ou avant? Bon, comme c'est aujourd'hui, on vous pose la question. Si vous avez rempli les questionnaires aujourd'hui, si on demande, est-ce que vous êtes malade aujourd'hui, c'est non. C'est non ou c'est oui, mais vous ne dites pas, bon, aujourd'hui, je ne suis pas malade, mais j'étais malade il y a 5 jours. Ben, donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut répondre aux questions posées. Il faut répondre exactement aux questions posées. Pour ne pas que demain, on utilise donc vos propres réponses pour rejeter par vos dossiers. Et puis au niveau donc, de la déclaration de sinistre, c'est pareil, on dit de décrire les circonstances de façon précise et rigoureuse. J'ai eu un choc arrière et le pare-choc a été endommagé. Si c'est sur le côté droit, je dis c'est sur le côté droit. Si c'est sur le côté gauche, c'est sur le côté gauche. Mais bon, si je mets simplement pare-choc endommagé, c'est bien, mais pare-choc endommagé de quel côté? C'est tout le pare-choc, c'est le côté droit, c'est le mulet, etc. Donc, il faut faire les déclarations de façon précise. Et puis aujourd'hui, le conseil qu'il faut donner donc à la population, c'est qu'on a presque tous des téléphones. Donc, les photos sont utiles. Les photos sont utiles, parce qu'on a dit que on peut faire la preuve par tout moyen. Donc les photos sont ici, il y a un sinistre, que ce soit auto, qui touche d'autres, si vous avez des appareils, vous faites déjà le premier réflexe il faut faire les photos et autres qui peuvent servir après donc à l'exploitation donc du sinistre. Voilà donc
au niveau des constats et des recommandations, ce que je voulais dire sur donc, les actions les activités que nous avons menées depuis maintenant 6 ans. Et donc, je voulais terminer sur ce point